Bien, bonjour à tous et bienvenue à l'Institut français d'Écosse pour cette soirée. Et donc aujourd'hui, nous avons vraiment la chance d'accueillir Laurine Roux pour une présentation de ses deux livres. Alors, Laurine Roux est enseignante, professeure de français. Elle habite dans les Hautes-Alpes. Elle a écrit des articles, des textes pour un certain nombre de revues et elle s'est fait connaître du grand public pour ces deux livres-ci. Donc, tout d'abord, Une immense sensation de calme, qui est paru en 2018 et qui a obtenu le prix Révélation. Et puis, en 2020, Le Sanctuaire, donc paru aux éditions du Sonneur et qui vient d'obtenir le Grand Prix de l'Imaginaire. Donc Laurine Roux, merci beaucoup d'être présente avec nous et donc de pouvoir partager votre travail d'écrivaine avec nous ce soir. Alors, peut-être que vous n'avez pas lu les livres encore. Alors, je les ai commandés pour la bibliothèque, mais c'est un petit peu compliqué avec nos fournisseurs en ce moment. Mais bon, ils vont circuler. Euh, de toute façon, ces deux livres font donc la part belle aux grands espaces, aux espaces de montagne, donc une montagne très très minérale. Et donc, ce sont donc des espaces où la nature est souveraine, d'une grande beauté, mais c'est en même temps un milieu âpre, un milieu difficile et qui demande aux humains beaucoup de ressources. Et puis, bon, ben moi, ces deux livres, ils m'ont interpellée en raison de la poésie, de la grande qualité littéraire de l'écriture. Hein, donc nous pourrons y revenir au cours de la discussion. Donc, vous pouvez intervenir à tout moment. Hein. Donc, nous n'avons pas coupé les micros, ni pour les uns ni pour les autres. Donc, vous pouvez intervenir à tout moment pour poser des questions. Les questions, bien sûr, peuvent être posées en français ou en anglais. Hein, donc, Laurine va s'exprimer en français, mais il y aura toujours moyen de traduire si nécessaire. De toute façon, nous avons des traducteurs-interprètes dans l'audience, donc on ne devrait pas avoir de difficultés. Alors, Laurine, peut-être qu'on pourrait présenter ce premier livre, hein, votre premier livre tout d'abord. Donc ici, donc c'est une histoire qui est replacée donc dans l'hiver sibérien que vous connaissez bien. Donc il s'agit d'une jeune femme qui est condamnée un petit peu à l'errance après la mort de sa grand-mère. Elle est recueillie par une famille de pêcheurs et elle va rencontrer un personnage alors que vous pourrez présenter, hein, ce personnage de Igor, un personnage hors norme, une sorte d'ogre par certains côtés, qui ne parle pas beaucoup et dont l'activité est de colporter des vivres pour ravitailler des vieilles personnes isolées. Et donc notre narratrice va être séduite par ce personnage un peu énigmatique et elle va le suivre au cours de sa traversée de la Sibérie. Alors, voici pour le premier roman. On parlera du deuxième par la suite. Mais Laurine Roux, peut-être une question très générale pour commencer. Les sources d'inspiration, est-ce que ce sont les grands espaces, donc la Sibérie, ou là où vous vivez actuellement dans les Hautes-Alpes quelles sont les sources d'inspiration? Alors, les sources d'inspiration, elles m'apparaissent souvent après coup.
Sur le moment, je suis en proie à quelque chose quand un texte m'arrive et dont je n'ai pas conscience. C'est ensuite seulement une fois que le texte est écrit, souvent quand j'en parle dans les librairies ou alors dans des rencontres en médiathèque, que m'apparaît le tissu qui a permis de donner naissance ensuite à la broderie, à l'écrit. Pour ce qui est Uniment, c'est le premier roman que j'ai publié, mais c'est aussi le premier roman que j'ai écrit, ce qui n'est pas toujours le cas dans l'histoire des auteurs. Mais pour moi, c'est vraiment, ça coïncide. C'est le premier roman que j'ai écrit, et souvent on a coutume de dire qu'un premier roman, c'est un roman dans lequel on met tout. On met tout ce qui nous a baigné depuis l'enfance, depuis le choc des premiers chocs avec la littérature, avec les mots, avec le langage. Et bon, je crois que c'est assez vrai en ce qui me concerne. Je peux pas le nier. Mais avant tout, la source d'inspiration première, enfin, je sais pas si c'est la source d'inspiration première ou le déclencheur de l'écriture, c'est un désir. Pour que j'écrive, il faut qu'il y ait un désir. Alors, un désir pas forcément charnel, hein, c'est souvent un désir d'une ambiance, d'une atmosphère, et donc un désir presque géographique. En l'occurrence, j'avais une espèce de fantasme qui m'habitait depuis quelques temps, qui est sur du froid. J'habitais à Marseille, dans le sud de la France. J'enseignais là-bas depuis de nombreuses années, et, qui est un endroit où il fait plutôt chaud, c'est méditerranéen, il y a la mer, il y a la garrigue, enfin et c'était très loin de mes montagnes natales. Et elle commençait à me manquer. J'arrivais à un âge où le berceau géographique dans lequel j'avais grandi me manquait un petit peu. Mais ça, j'en avais pas conscience exactement. Et je projetais un endroit froid, un endroit où j'avais envie de me réfugier, et qui était encore plus grand que les montagnes des Hautes-Alpes où j'avais grandi, les montagnes de mon enfance. Et c'est comme ça que m'est apparu en fait le rêve, en quelque sorte, de cette Sibérie qui est un grand Est. Voilà, plus qu'une Sibérie, c'est un grand Est. Je fantasmais un grand Est, froid, austère, assez minéral, avec des êtres un peu mystérieux. Enfin voilà, c'était ça le fantasme. Et la deuxième source d'inspiration, c'est aussi les voyages. J'ai beaucoup voyagé, notamment dans l'Est. Alors, le voyage en Sibérie, c'est après avoir écrit je pourrais en parler, c'est après avoir écrit Une immense sensation de calme. Enfin, pas après avoir écrit, juste avant de finir Une immense sensation de calme. Ça, je pourrais expliquer pourquoi. Et juste avant d'écrire Une immense sensation de calme, j'étais allée en Bulgarie et j'avais passé beaucoup de temps sur les bords de la mer Noire, dans un endroit très sauvage qui s'appelle Irakli Beach, et qui est une plage à laquelle on accède qu'à pied. On ne peut pas y aller en voiture ou alors vraiment avec des 4x4. Et donc, il y a essentiellement des gens qui sont un peu hippies, qui vivent là un mois, 2 mois, voire toute l'année. Il y a une seule gargote dans laquelle on peut aller manger du poisson qui est pêché la journée. On y boit beaucoup de bière, beaucoup de raki. Et puis, on fait pas grand-chose sauf se baigner, lire. Enfin, voilà, c'était... Moi, j'avais des amis bulgares chez qui je logeais pendant ces vacances-là et qui m'y avaient emmené. J'avais 2 mois devant moi. Et on s'est laissé aller comme ça, au temps qui s'écoule, aux éléments qui étaient là. Il y a une grande montagne derrière, il y a la mer devant avec des immensités. Et, comme on n'avait rien à faire, voilà, on n'a rien fait sur place. Et ça m'a marqué parce que
enfin, je rentre tout de suite dans le vif du sujet, alors peut-être parler de... Bien sûr. Et un soir, après avoir passé une soirée dans cette gargote, il devait être minuit à peu près, donc la nuit noire, et on rentrait dans les bois, parce qu'on logeait dans des tentes dans les bois, et on longeait la plage pour rejoindre l'endroit du campement. Et on s'est aperçu que dans la mer, il y avait du plancton qui luisait à la lueur de la lune. Il y avait un ciel absolument dégagé, piqueté d'étoiles, qui était extrêmement, enfin presque laiteux à force d'être blanchâtre comme ça. Et le plancton répondait aux étoiles dans une espèce de grand tout. Et spontanément, on était une dizaine dans notre petite troupe. Et sans se parler vraiment, on s'est tous déshabillés comme ça, puis on a plongé à l'eau pour un bain de minuit, et qui est profondément parce que c'était un choc esthétique. Ça a été un choc esthétique puissant qui a infusé vraiment mon corps. Et c'était splendide parce que il y avait une sorte de, avec le temps comme ça qui avait passé à pas faire grand-chose, juste apprécier les éléments, le ciel, la mer. Il y avait cette sensation d'être juste un petit élément de ce grand tout et d'être presque en porosité totale avec cette mer, avec ce ciel, avec ce plancton. Enfin, c'était assez merveilleux, presque un peu fictif. Et dans ce moment-là, dans cet instant-là, j'ai eu l'impression qu'il était ce qu'on appelle bigger than life, que c'était et vraiment, je pense que j'étais pas la seule à l'avoir vécu de manière aussi forte et presque frontale, parce que le lendemain, mes amis et moi, on est restés presque muets, hébétés. Et on était sur la plage, comme ça. Moi, j'étais assise, un peu. Alors, l'image qui m'est venue et que j'ai notée sur mon carnet, je m'en souviens encore, j'étais assise comme un chou sur le sable. C'est absurde, presque surréaliste. Mais c'est l'image qui m'est venue. Et devant moi, il y avait un ami qui s'appelait Kiro. Et, et lui aussi regardait l'horizon, comme ça, hébété. Et il avait ses cheveux qui formaient avec dans le vent comme des formes géométriques qui ressemblaient à des ailes d'oiseaux. Il avait une marinière qui suivait exactement la ligne d'horizon, la ligne des vagues, une mer très étale. Et il avait ses pieds, avec un jean retroussé, qui plongeait dans le sable. Et moi, je regardais en arrière-plan cette silhouette-là. Je ne regardais plus mon ami, je regardais juste cette silhouette qui se fondait absolument dans le décor. Et m'est apparue, à cet instant précis, la possibilité d'une disparition heureuse. Et alors, ça peut paraître un peu étrange comme ça, mais je me suis dit peut-être ce jour-là, alors que je suis très angoissée, je suis presque un peu névrosée sur la question de la mort, ça me terrorise complètement, celle des autres, la mienne, enfin. Et ce jour-là, en regardant cette silhouette, je me suis dit peut-être qu'il existe des disparitions dont on peut se remettre, et la sienne particulièrement, et que ça peut être simplement juste doux. Et ça a été extrêmement fort. On ne peut pas dire que c'est une révélation. En tout cas, c'était une immense sensation de calme, cet instant-là. Et l'image m'est revenue une fois que je suis retournée en France de manière assez insistante. Cette silhouette-là qui se fondait dans le décor, elle avait une persistance rétinienne, un peu comme quand on regarde le soleil et qu'on ferme les yeux et qu'on a encore le soleil dans les yeux. Il y avait vraiment cette puissance-là dans cette image. Et bon, moi, quand je ne sais pas trop quoi faire de quelque chose, en général, j'écris pour m'en dépatouiller, pour arriver à m'en saisir. Et j'ai commencé à juste décrire ce personnage-là. Et c'est comme ça qu'est né le personnage d'Igor. Le héros enfin, le héros, c'est pas vraiment le héros, c'est le pendant de la narratrice. Et donc, c'est comme ça qu'est né ce personnage-là. Et ensuite, j'ai élargi l'image.
en construisant une géographie à ce personnage. Et donc, c'est là que j'ai puisé la géographie un peu fantasmée du Grand Est, de la Sibérie. Et voilà. Mais il est né il est au bord de la mer Noire. Et ensuite, il s'est déplacé encore plus à l'est. J'ai poussé le curseur plus à l'est. Mhm. Oui, étonnant. Alors, est-ce qu'on en profite pour lire un passage, justement, puisqu'il était question d'Igor? Mais oui, effectivement, c'est le bon moment, Ouais, peut-être. ouais, oui. Alors, juste une petite chose. Donc, effectivement, c'est vrai que parfois la connexion saute un petit peu, mais ça va, on vous comprend bien, hein, il n'y a pas de problème. Donc, Laurine était en train d'expliquer qu'il y a des orages terribles dans les Hautes-Alpes en ce moment et que, donc, effectivement, la connexion est peut-être un peu instable. Hein, donc, mais ça va, hein, c'est tout à fait clair. Oui. Désolée. Non, ce sont les éléments complètement. Alors, du coup, je vais lire tout simplement l'incipit, le début du roman. Une immense sensation de calme, oui. À présent, il faut que je raconte comment Igor est entré dans ma vie. C'était la fin de la saison froide. J'avais passé l'hiver dans la maison des frères Iliakov. Un matin, un homme arrive près du lac où je ramasse les nasses. C'est lui. À une centaine de pas de moi, il s'immobilise. Un oiseau aux ailes larges traverse le ciel. Igor sourit. 1000 ans de solitude et de détermination frémissent à ses lèvres. Il se tient au bas de la falaise et regarde là où les hommes ne peuvent aller. Je le vois se plaquer à la paroi. Sa main est grise, comme le caillou. Son esprit dur, comme le calcaire. J'ai l'impression qu'il va être avalé par la montagne, appelé par ses rondeurs de femme. Lui la comprend avec ses doigts. Bientôt, ils évoluent ensemble, amants sauvages que la nature réunit clandestinement. Igor n'est pas un homme. Il répond à des instincts. De même qu'on ne demande pas à un renard pourquoi il creuse un terrier, on ne peut exiger d'Igor qu'il explique pourquoi courir dans cette direction plutôt qu'une autre. Il en est incapable. C'est un animal. J'aurais pu le deviner dès ce premier jour. Tout était déjà inscrit dans ce corps à corps avec la roche. J'aurais également pu me douter que beaucoup de mes questions resteraient sans réponse. Il grimpe le long de la falaise, ne regarde pas en bas. Son esprit se dispute de ses cellules, condensées dans l'effort, sans aucun autre but que celui de former le geste pur. Bientôt, mon corps est secoué, aspiré vers le sien. Mais Igor continue à monter, sans se préoccuper de moi. Alors je sais, il faudra attendre. Je ne serai pas seule. Il y aura les algues et le vent, les cristaux, la glace et le sang. La terre et sa couche, la pierre sa maîtresse. À l'image des animaux qui n'ont pas de partenaire d'élection, Igor fait feu de tout bois. Pour lui, l'amour est partout. Quand il passe une journée à couper des bûches, son corps entier tend vers la matière. On peut parler d'amour, mais je crois, après tant d'années, que le mot n'est pas complètement juste. Dans son cas, le désir provoque des arrêts, des observations. Il examine, explore. Son amour est pareil à la glace qui brûle à force de froid. Très beau passage, hein, qui montre l'osmose entre le personnage d'Igor et son milieu. Oui, oui. Je ne sais pas si c'est vrai, cette histoire d'étymologie, mais il paraît, alors je crois que ça a été un petit peu contredit par des philologues, mais il semblerait, alors je vais le dire, cette étymologie pour la joliesse, que la racine indo-européenne Guillaume, qui a donné naissance à homme, au mot homme, serait la même que humus, et que ça serait Guillaume, indo-européen.
Bon, je le dis avec des pincettes parce que je crois que c'est controversé. Mais si c'était juste, si c'était vrai, je trouverais l'histoire belle. Oui. Cette histoire étymologique est très juste. Il me semble vraiment que, on parlait des Highlands tout à l'heure, mais il me semble que la géographie fait être. Et ça, c'est quelque chose dont j'aime m'emparer pour façonner mes personnages. Et qui me semble essentiel pour les attraper aussi autrement que par la psychologie. Mhm. Un corps en agissant dans un espace dit beaucoup d'une vie intérieure. Et simplement un point de vue externe en narratologie permet de saisir des choses d'un personnage qui reste mystérieux. Et ça, j'aime beaucoup. Les faire agir, mes personnages en proie avec un lieu. Ça me semble parfois plus intéressant que d'aller chercher des explications psychologisantes. Oui, on voit effectivement que vous faites un gros travail dans ce domaine, parce que ces personnages, hein, dans les deux romans d'ailleurs, ce sont des personnages qui s'expriment assez peu par les mots, hein, donc, mais qui évoluent dans leur milieu et qui d'une certaine manière s'expriment davantage par ce biais-là, me semble-t-il. Le corps. Oui. Le corps, le langage. Mais le langage, là, moi, je suis toujours très attachée à l'origine de la littérature, qui est une origine orale. Et c'est le corps, le souffle, le langage, c'est du souffle, c'est la même chose. Et j'aime beaucoup que le corps agisse et que les personnages parlent peu et parlent beaucoup par leurs muscles, par leurs tendons, par leurs mouvements. Et ça crée du rythme. Enfin, moi, je sais que je m'adosse beaucoup à ces corps de personnages pour créer du rythme dans la phrase. Et soit de l'essoufflement, soit de l'extase, soit de la surprise. Et tout ça, ça m'aide à scander avec des virgules, enfin, la ponctuation vient de là. Oui. Alors, ce sont des personnages aussi qui sont porteurs d'un savoir ancestral aussi. Donc, vous donnez une grande importance aux légendes, à l'histoire, comment elle se transmet. Ou bien il y a aussi l'histoire qu'on doit oublier aussi. Ah, oui, me semble-t-il. Mais il me semble que nous sommes tissés d'histoires et que notre corps qui résonne, qui n'est qu'une caisse de résonance de tout ce qu'on a entendu, de tout ce qu'on s'imagine, de tout ce qu'on se raconte. Et comment on se raconte, la mémoire, c'est une histoire. Et le corps est porteur d'histoires, mais les cicatrices parlent. Et tout ça, j'aime que ça se transmette. Enfin, dans la vie, en général, j'aime beaucoup les histoires que m'ont transmises mes grands-mères, ma mère, enfin, les gens autour de moi. Je suis très attentive à ça, à la parole, notamment des anciens. J'aime beaucoup la conversation des aînés. C'est la fréquentation des aînés aussi. J'ai toujours beaucoup, même enfant, j'aimais beaucoup être auprès de gens qui me semblaient côtoyer un savoir que je n'avais pas encore. Et, et, et j'aime le consigner dans mes romans. Alors, ou dans mes histoires, il y a souvent des histoires dans l'histoire, sous la forme de poupées russes. Et ça, c'est vraiment presque une métaphore de ce qui me semble être, de ce qui me semble que je suis, moi, en tant qu'auteur. J'ai l'impression que je ne suis juste qu'un porte-voix de toutes ces histoires qui font corps avec moi maintenant et qui sont et qui me comment dire, qui me peuplent. Alors, à ce point donc, de la discussion, est-ce que quelqu'un souhaiterait s'exprimer? Poser une question à Laurine. Quel est le premier qui va se lancer? Est-ce que, oui. Catherine,
Merci pour la lecture et la présentation jusqu'à maintenant. Et je m'excuse, je n'ai pas eu l'occasion de lire vos livres, mais ça m'intéresse beaucoup ce que vous avez dit concernant la géographie et comprendre les personnages par leur situation physique. Et quand vous lisiez votre roman là, ça m'a fait penser à Jean Giono, l'homme qui plantait des arbres. Et c'était vraiment cette idée d'une personne qui n'a pas besoin de parler, mais ce qu'il fait dit tout. Et c'est juste ça que je voudrais ajouter à la conversation. Okay, merci. Ben, merci Anne, c'est très très touchant d'entendre ça. C'est une petite histoire en plus avec Jean Giono, parce que en fait moi j'habite dans les Hautes-Alpes, mais j'y habitais quand j'étais enfant. J'y suis revenue quand j'avais 32 ans. Mais j'ai passé toute mon enfance jusqu'à mes 18 ans juste à côté de la ferme de Beaumugne. Et Giono a écrit sur cette ferme, de Beaumugne. Et avant de lire Giono, avant de découvrir Giono, j'ai arpenté les collines et les montagnes qu'il avait lui-même arpentées et sur lesquelles il avait écrit. Je mangeais le fromage de Beaumugne qui se faisait à Beaumugne. Alors, souvent, j'aime bien dire, j'ai mangé Beaumugne avant de... J'ai mangé du Giono toute petite. Et je l'ai beaucoup lu. Ma grand-mère le connaissait. Et ma grand-mère qui était d'origine écossaise d'ailleurs. Et c'est marrant. Oui. Et elle l'a connu, elle le lisait beaucoup. Ma mère l'a beaucoup lu aussi. Et voilà, des femmes qui lisaient Giono et qui m'ont donné envie de le lire. Et ça a été un écrivain très très important pour moi, fondamental même, je dirais, dans le lyrisme. Notamment dans le rapport charnel avec la langue, la possibilité aussi de la prose poétique. Voilà, c'est un écrivain phare. Donc merci. Oui, très intéressant. Un autre... Oui. Catherine? Oui. Alors, Jeff, je pense, voulait... il faut... Voilà, votre micro. Oui, je savais que je me suis... oui, Catherine a utilisé le mot dans l'introduction de poésie, ce qui m'intéresse. Et j'ai remarqué que vous avez utilisé le mot métaphore tout à l'heure. Et effectivement, quand vous parlez, vous utilisez pas mal de métaphores, je trouve. Et ce qui est intéressant. Et je me demandais si c'était de ce côté-là que Catherine avait utilisé ce terme, mais ce n'est pas nécessairement une question pour Catherine, mais pour vous. Est-ce que vous reconnaissez dans ce mot poésie dans les romans ou dans votre vie? Oui. Alors, c'est une question vaste et c'est une question primordiale pour moi, cette question de la métaphore et du rapport au réel. C'est presque une question de regard sur le monde, de mon regard sur le monde qui est en jeu là. Alors, je vais faire un petit détour pour répondre à votre question et sur l'importance pour moi de la littérature en général. Et après, je recentrerai pour vous répondre à votre question sur la poésie et la métaphore plus particulièrement. Depuis toujours, depuis que j'ai découvert la littérature,
et très tôt, en écoutant des histoires qu'on me racontait avant même de savoir lire, il m'a semblé que la littérature était le lieu de l'expression juste. L'expression juste qui ne voulait pas dire l'expression vraie, l'expression littérale, évidemment. Et il me semblait que les auteurs, c'était le seul lieu où se disaient les choses réellement précieuses et importantes. Et elle se disait non pas sous forme littérale, mais justement sous forme d'image. Et que ce qui me semblait le plus... J'avais l'impression de rentrer réellement en communication juste par le biais des images qu'ils employaient. Et il me semblait que je retrouvais ce que moi je voyais dans le monde, ce qui me semblait beau notamment, ou ce qui me semblait qui me heurtait ou qui m'avait mise en colère, des choses comme ça, mais tout ça se retrouvait à travers des images. Et ça s'est confirmé par la suite quand j'ai fréquenté la poésie. Et tout ça pour dire que dans la vie de tous les jours, en revanche, la communication me semblait lacunaire. Elle me semblait presque creuse. Que tout ce qui était important, tout ce qui était fondamental était tu, était passé sous silence. Que même avec mes amis les plus proches, même avec mes meilleurs amis, même avec mes parents parfois, j'avais l'impression que l'essentiel était presque secret et que le lieu du secret, c'était la littérature et le lieu du précieux, c'était la littérature. Et donc j'ai investi la littérature d'un pouvoir très fort et très tôt, d'un pouvoir presque magique, celui de relier les êtres entre eux. Et ça c'est vraiment quelque chose qui a compté ensuite dans mon parcours, puisque j'ai étudié la littérature, j'en ai fait mon métier. Mais ensuite, quand j'ai voulu me confronter moi à l'écriture, et que je me suis dit que, enfin voilà, ça a été quelque chose, j'ai toujours plus ou moins écrit. Mais quand j'ai vraiment réfléchi à l'écriture et que je me suis lancée dans une écriture un peu pensée, puis sur la langue, avec un vrai travail sur la langue, évidemment, j'ai pensé écrire comme j'avais envie, ce que j'avais envie de lire. Et je voulais retranscrire de manière, comment dire, alors là, c'est là où je vais parler de la métaphore. J'ai voulu, j'ai utilisé le présent parce que c'est quelque chose, c'est une quête. C'est une quête presque impossible. C'est que le langage fait toujours défaut. Ce qu'on vit et justement ce corps qui peut exulter ou qui peut être mu par des émotions, par des sentiments puissants, ou pas puissants d'ailleurs, qui peuvent être juste évanescents, le langage est toujours un obstacle. Voilà, moi, il me semble que le langage fait toujours défaut et que le corps est toujours plus fort. Et ce qu'on a vécu, le souvenir de ce qu'on a vécu et le réel est toujours plus fort que le langage. Et cette bataille-là, avec le langage, pour lui faire dire ce qu'il n'a pas envie de dire, pour le tordre, parce que le langage qu'on utilise tous les jours ne dit jamais ce qu'on a envie de dire. Il nous échappe toujours et c'est comme un ring. Et la poésie, pour moi, c'est vraiment un ring. C'est une boxe avec le langage pour lui faire dire quelque chose qu'il n'a pas envie de dire. Et la métaphore est mon arme dans cette bataille. Parce qu'elle me semble déplacer souvent une sensation. Elle permet de saisir les sensations. Et alors, je crois que j'ai un esprit, et ça c'est quelque chose que j'ai perçu plus tard, que j'ai un esprit synesthésique. Alors, la synesthésie, c'est Baudelaire qui en parle très bien, mais c'est le fait de donner, par exemple, de mélanger les sens, de donner un goût à une couleur, d'attribuer une odeur à un sentiment, enfin en tout cas d'attraper une chose par un sens qui ne lui est pas foncièrement propre. Et la métaphore, c'est justement ça. C'est aller chercher un mot par déplacement, qui va être juste avec ce qu'on a envie et ce qu'on sent qu'on a envie de dire. Alors ça, parfois, on met du temps. Et moi, je mets beaucoup de temps
à trouver les métaphores justes. Je peux passer, mais parfois des semaines, à me dire que là, ça va pas. Il y a un- il y a- J'ai le souvenir que dans Une immense sensation de calme, il y a 2 images qui m'ont donné vraiment du fil à retordre. Je voulais absolument parler du soleil couchant au loin et de quelque chose d'un peu liquide, que ce soleil pouvait être tellement présent et tellement chaud qu'il pouvait couler. Et ça, j'arrivais pas à trouver une image qui me convienne. C'est que ça soit dans mon assiette. J'ai vu un œuf au plat, et le jaune de l'œuf au plat qui coulait dans l'assiette. C'est tout bête, mais je me suis dit, mais c'est ça le soleil. Parfois, il y a des journées où le soleil est tellement juteux qu'il en coule. Et l'image m'est arrivée comme ça. Je dis le soleil décliné en œuf au plat sur la colline. Par exemple, ça. Ou la lune qui est toute fine comme ça. Parfois, c'est un petit peu misérable, cette lune dans le ciel. Alors, on en fait toujours quelque chose de très beau. Les poètes s'en emparent toujours comme d'un... Et moi, je me dis, parfois, c'est un peu misérable. C'est pas si joli que ça, cette lune. On dirait un bout d'ongle. Et, alors, et ça, voilà, c'est des choses comme ça le déplacement. Ça me permet le déplacement et qui me semble être honnête par rapport à ce que mon corps au choc qu'il y a eu entre le réel et mon corps. Je ne sais pas si j'ai répondu à cette question de la métaphore. Et la poésie me semble se situer là, vraiment précisément là. Alors ça peut être la métaphore, ça peut être l'oxymore, ça peut être la synesthésie, peu importe, mais en tout cas c'est le déplacement, voilà, qui est de l'ordre de l'honnêteté. Alors, il y a un lecteur un jour qui m'a dit que c'était de l'ordre de il m'a dit que c'était une esthétique de la probité. Alors, je le garde depuis. Je trouve l'expression belle. Oui. Oui. Très bien. Merci. Mais merci à vous, c'est une belle question, j'aime bien parler autour de ça. Alors, Dominique, je pense t'avoir entendu. Tu avais une question? Oui, mais je laissais les autres aller en avant. Comme ça fait du cycle, en fait. Mais quand vous disiez tout à l'heure, j'avais l'impression... Je suis désolée parce que mes yeux ne marchent pas très bien en ce moment. Je ne regarde pas toujours où je veux. Et c'est parler de déplacement, je pense que voilà, c'est. Vous m'excuserez, mais en fait, vous avez parlé tout à l'heure pendant la lecture des sens et la métaphore justement que vous avez utilisée de ce déplacement de rétine, la cataracte. Et en fait, en vous entendant lire, j'avais l'impression d'être bercée par les mots, comme si, je suivais une vague, mais il me portait sur l'eau. Et normalement, si on était dans une salle de lecture, comme dans un amphithéâtre, je ferme les yeux et j'écoute les auteurs. Donc, du coup, je me suis laissée fermer les yeux au milieu et je me suis dit, mais c'est sensoriel, c'est l'imagination qui s'engage et puis c'est linguistique aussi. Vous êtes très connecté à la linguistique. Donc, vous avez parlé aussi de la synesthésie. Et je connais quelques autres auteurs qui ont parlé du même phénomène, en fait. Et donc, je me suis dit, quelle est la connexion que vous avez? Ce ne doit pas être du tout sur un plan personnel, mais en fait, avec un triangle, en fait, entre l'expression littéraire, les sens et la linguistique.
comment vous percevez la relation qui s'impose. Qui s'impose, c'est peut-être pas le mot du moment, mais qui va avec la vague. Et c'est très, ce que je viens de dire, c'est très abstrait. Non, pas du tout. Non, pas du tout, je comprends bien. Non, pas du tout, c'est intéressant, mais c'est une question compliquée à laquelle je risque de répondre de manière décevante parce que je crois que ça m'échappe un petit peu. Quels sont les liens et comment ça se noue. C'est une sorte de magique. Alors je suis toujours un peu dérangée mais je suis à la fois dérangée et je sais que, alors voilà, c'est bien que vous utilisiez ce terme-là. Pour parler de l'écriture, je suis toujours obligée, et de l'instant de l'écriture et de l'instant de l'inspiration, qui n'est pas permanent et qui est loin d'être la règle et qui est souvent très rare. Je suis toujours obligée de passer par un lexique, le lexique de la mystique, presque le lexique chamanique, pour parler des états de transport que ça peut provoquer. Ou alors le lexique de l'ébriété, de l'ivresse, quelque chose qui sort du corps, justement. Et je suis toujours ennuyée parce que j'aimerais qu'il y ait des mots profanes pour parler de cet état-là. Je suis... Et c'est vrai que souvent on me dit, oh, il y a un rapport, vous avez un rapport à la mystique, etc. Et ce qui n'est pas vraiment le cas. Moi, je suis un être extrêmement rationnel, bizarrement. J'écris des histoires qui peuvent paraître un petit peu magiques, avec beaucoup de merveilleux, mais dans mon quotidien, je ne suis on ne peut plus rationnelle, et bien malgré moi. Et je ne saurais pas expliquer exactement où ça se noue, cette affaire-là. D'un côté, je me suis dit que, en fait, comme je suis malvoyante, en fait, donc du coup, ça m'a bercée. Et je me suis dit, mais c'est une connexion. Mais aussi, si vous avez l'opportunité de traduire comment ça se ferait, en fait. Si c'est dans votre monde à vous, comment ça se ferait? Ça, je crois qu'il faudrait que ça soit des traducteurs. Il paraît qu'il y en a dans la salle virtuelle. Oui. Vous êtes traductrice, Dominique? Oui, je suis traductrice, oui. Mais je suis en doctorat en ce moment en français, littérature comparée, justement. Donc, Alors justement, moi, je suis très intéressée par cette question de la traduction parce qu'elle me semble recouper cette lacune du langage. Et là encore, c'est toujours cette histoire de Beckett, c'est qu'il s'agit d'échouer, toujours d'échouer mieux, échouer, mais échouer mieux. Oui. Et la traduction, fatalement, passe à côté de certaines choses, mais c'est pas grave. J'entretiens un rapport très détaché avec ce que j'ai écrit. Et le fait publier un livre, forcément, c'est accepter que le texte ne vous appartient pas. Et je suis très attachée alors, même si l'approche structuraliste, j'en suis un peu revenue des textes, mais je suis très attachée au fait que l'auteur n'a pas autorité sur son texte. Et qu'avant tout, il y a un texte. Et que c'est même certainement, enfin, ça peut paraître un peu étrange de le dire comme ça, mais c'est pas l'auteur vraiment qui écrit son texte. Non. C'est autre chose. C'est une voix qui le traverse. C'est une voix qui est tissée de, voilà ce que je disais, toutes les autres histoires qu'il a entendues, d'éclats comme ça. Et je pense que justement l'aventure de la traduction est une aventure c'est humaine. Oui, et de lâcher prise, et qui est également une transmission autre.
Et j'aime bien cette idée de mouvement d'un texte qui continue, qui est mouvant, qui est comme une vague. Vous parliez de vague. Cette impression-là, c'est un petit peu comme ça que je m'imaginerais la traduction. Moi, si je devais lui trouver un mouvement, ça serait le mouvement d'une vague, peut-être. C'est déjà, vos livres sont déjà traduits? Jamais. Aucun de mes textes. Je n'ai jamais connu cette On en avait parlé belle d'ailleurs. expérience. Alors, ma grand-mère était justement, ma grand-mère écossaise, traduisait des textes. Elle a traduit pas mal de poésie, justement. Et oui, c'est une question. Mais c'est une question. Je suis pas très douée ni très. Je me suis pas assez intéressée à cette question-là, qui me semble passionnante, mais tellement vaste. Et moi-même étant très très nulle en langue étrangère, Pas du tout. j'ai l'impression que presque que c'est un territoire interdit pour moi, enfin que j'aurais pas tous les. Mais vous avez de beaux mots à votre disposition quand même. Ça me donne envie de le lire et de le relire après. Moi, je pourrais juste, Alors, je pourrais juste dire 2-3 mots, oui, parce que moi aussi je suis traductrice, mais je n'ai jamais traduit des œuvres littéraires. Et je peux vous dire, et je peux vous avouer aussi que même s'il s'agit d'un article dans le domaine des sciences sociales, mais j'agonise sur les mots. Je réfléchis aux mots, trouver les mots justes, et ça m'occupe, un seul mot peut m'occuper pendant des heures. Je comprends. Je fais autre chose en même temps, et j'ai aussi l'impression, mais j'ai peut-être tort, mais c'est la traduction, c'est un peu comme saisir le sens qui exprime les mots, mais sans les mots. Ah, mais c'est ça. C'est presque quelque chose qui est hors les mots, et souvent j'ai l'impression que même avec les articles qui ne sont pas littéraires, c'est vraiment, il y a quelque chose à saisir, je ne peux pas l'expliquer, mais c'est le situer dans le contexte, et il y a des choses qui arrivent, mais c'est comme une voix qui me traverse presque, parce que c'est tout un ensemble qu'il faut saisir, mais presque en dehors de soi. Si ça exprime quelque chose, c'est peut-être que je dis des bêtises, mais pas du tout. Moi, ça me parle. C'est vraiment, ça passe pas par les mots sur la page, pas uniquement. Mais ça me parle terriblement parce que j'ai l'impression que c'est. Mais de toute manière, je suis convaincue, moi, que le traducteur est un auteur. Et puis en France, et que c'est le traducteur, c'est un auteur, parce que les traducteurs ont les droits. Oui, mais pas... tout à fait. Et donc, les enjeux sont les mêmes que les enjeux de l'écriture. Et cette probité dont je parlais, elle se place, enfin, la probité de la figure de style, elle se place au même endroit, je crois. C'est ce que vous êtes en train de dire. Hein. Et je réfléchissais, il me semble avoir noté, je cherche dans mon carnet, j'ai toujours mon carnet à côté de moi, avoir noté quelque chose au niveau de la traduction. Voilà, j'avais noté dans mon carnet, écrire avec son corps, c'est l'écriture, ce serait un exercice de traduction. J'avais mis que l'écriture était un exercice de traduction du corps et du paysage. Oui. Et là je parle à côté un peu, mais vous avez parlé de Giono. Oui. Je ne sais pas comment je suis tombée sur Giono, mais tout de suite, les contextes m'ont parlé. Je viens de milieu agricole dans le nord-est de l'Écosse, où les hivers sont plutôt rudes. Et là, ce qu'il écrivait, mais je connaissais avec le corps. Oui. En français, il y a 2 mots que j'aime bien faire résonner ensemble. C'est décor, corps. Ah oui. Et ça, rien que de cette tension-là,
elle me semble très riche pour parler de l'écriture. Très, très riche, et justement un des enjeux de la traduction. Parce qu'il est question, justement, dans la traduction, c'est traduire, il y a le corps au milieu, le corps de l'écriture. C'est donner corps à l'écriture dans une autre langue, et que l'autre langue donne une chair, garde la chair la plus juste. Et ça, oui, et c'est vrai que c'est une expérience qui me semble, enfin, moi j'aimerais beaucoup, ça m'intéresserait vraiment énormément, tout en m'effrayant un petit peu aussi. L'idée que mes textes soient traduits, mais m'effrayer par le vertige, enfin le côté vertigineux de ce que c'est que ça. Et ce qui est aussi dans la traduction, c'est très intéressant si on peut travailler avec l'auteur. Oui, que l'auteur connaisse. Je crois que c'est Lobo Antunes qui parle. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu Antonio Lobo Antunes parler de traduction. Alors, il y a des entretiens qui sont hyper intéressants sur France Culture. En podcast, vous pouvez écouter en français. Il parle en français, parce qu'il est multilingue. Et il parle de traduction dans un des épisodes à voix nue avec Arnaud Laporte. Ça se trouve sur France Culture. Et il parle justement de traduction alors ce qu'il dit de très joli, et je crois que c'est Marie-Hélène Lafon. Je ne sais pas si vous connaissez cette autrice française, Marie-Hélène Lafon, qui est une très belle autrice, et qui parle du sillage des mots. Elle dit que les mots ont un sillage. Il n'y a pas que le mot, il y a aussi tout ce que le mot charrie de son histoire, de son étymologie, des connotations, évidemment. Oui. Et ça, voilà, ça m'intéresse au plus haut point, de savoir comment on fait voyager tout ça dans une autre langue. Oui. Alors, Laurine, je me disais, maintenant, il ne reste pas beaucoup de temps. Ça aurait été bien qu'on parle peut-être du deuxième livre. Bon, du coup, on a beaucoup discuté, mais donc, bon, dans le prolongement de la discussion, donc votre dernier livre, Le Sanctuaire, donc, qui est sorti l'année dernière. Alors, moi, c'est vrai qu'en lisant les premières lignes, je me suis dit, oh là là, c'est très différent. C'est très, très différent parce que c'est sur un mode beaucoup plus vif dès le départ. Donc, ça présente en fait l'histoire de cette famille, les parents et les deux filles qui vivent dans un milieu un petit peu reclus, donc en pleine montagne. Et en fait, ils sont là, ils sont retirés du monde parce qu'il y aurait une pandémie ou une épidémie due aux oiseaux. Et donc, ils essaient de se débarrasser des oiseaux et donc ils se coupent du monde vivant pour essayer de se préserver. Et alors donc ce monde, ce sanctuaire est dominé clairement par le père, qui est un personnage assez fort, qui a pris en main l'éducation de ses filles. Mais malgré cela, les filles sont appelées par la transgression, par la volonté donc de s'éloigner de ce sanctuaire et de traverser la frontière pour découvrir ce qui se passe un petit peu plus loin. Alors, par rapport au précédent roman, il y a toujours donc cette nature omniprésente, dominante, à laquelle les personnages doivent finalement composer, on dirait. Alors Laurine, est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus sur ce personnage que vous avez voulu faire en fait dans la suite ou pas d'une immense sensation de calme? Alors je sais, après Une immense sensation de calme, et ça enfin, Une immense sensation de calme, et il est sorti quand j'avais quasiment 10 ans plus tard.
il y a eu des aléas, enfin, il a été refusé, puis travaillé pendant longtemps, enfin voilà. Ce qui fait qu'il y a eu du temps entre l'écriture, la première écriture d'une immense sensation de calme et le sanctuaire que j'ai écrit 10 ans après. Mais malgré tout, une immense sensation de calme était très présent parce que j'en faisais la promotion à ce moment-là. C'était mon premier roman publié, donc c'était un moment très important pour moi, très fort, fondamental et qui m'occupait beaucoup l'esprit parce que je découvrais ce que c'était aussi que de parler de mon livre, que de rencontrer des lecteurs, que le lecteur existe aussi. Ça, c'était pas rien parce que moi, j'avais toujours écrit un peu en secret, de manière confidentielle. Et là, tout d'un coup, il y avait des lecteurs. Et le lecteur existait et donc j'ai écrit ce deuxième roman qui n'est pas vraiment le deuxième roman parce que j'en avais écrit en partie, mais bon, dans la suite de ce publié, c'était le deuxième roman. Et je l'écrivais avec le lecteur qui existait, avec le lecteur qui avait des attentes, puisque une immense sensation de calme avait eu un petit écho quand même, et donc il y avait des gens qui me lisaient et puis qui étaient contents de me lire. Et ça, c'était un peu encombrant. C'est bête de le dire comme ça, je devrais pas parce que c'est presque un peu, c'est pas très sympa pour les lecteurs, alors que moi, je suis très contente d'en avoir. Mais il se trouve qu'au moment de l'écriture, je voulais me débarrasser absolument de ce troisième œil, qui était le lectorat, pour être vraiment dans ce corps à corps avec la page. Et il y avait un intrus, c'était cette idée que j'allais être lue, que maintenant il y avait des attentes, etc. Et donc, je crois que ça a joué à la fois dans l'envie de décoller un petit peu du texte précédent, de me démarquer. En fait, en quelque sorte, du texte, pour faire place nette sur la page. Et je crois que j'ai toujours un peu de mal, je m'en rends compte maintenant au fur et à mesure, puisque j'en ai écrit d'autres entre-temps, des romans, et je me rends compte que j'ai besoin de faire place nette et un petit peu de houspiller le texte précédent pour en écrire un suivant. Et en revanche, ce qui m'a mené à l'écriture, le désir, là, puisque je parlais de désir au début de l'entretien et qu'il y a un désir au départ d'un texte, là, c'était presque pas un désir, c'était presque une obsession. C'est parti d'une angoisse très profonde que j'ai ressentie quand j'ai eu ma première fille et où m'est tombé dessus le poids de la responsabilité qu'on a en tant que parent. Et ça a été quelque chose de très fort, de très puissant, là encore, un peu comme ce jour où dans la mer Noire, là c'était dessus en fait. Quand on donne naissance à un enfant, on le met au monde, j'aime bien cette expression, le mettre au monde, ça veut dire l'exposer au danger du monde. Et que être parent, c'était composé sur cette ligne de crête entre le désir de protéger son enfant, mais également la nécessité de le rendre libre. Que c'était cette tension-là qui allait être mon chemin de mère. Et c'est à partir de là que j'ai eu envie d'écrire Le Sanctuaire. C'était vraiment le sanctuaire, pour moi, c'était ce périmètre de la maternité où on garde dans son giron, dans son nid et dans son sein l'enfant. Et au-delà, il y a le monde. Et qu'est-ce qu'on en fait, cette limite-là, voilà. Et donc, c'est comme ça qu'est né, presque, voilà, le sanctuaire, c'est une métaphore pour moi. Et le personnage du père, c'est une partie de moi, pas la plus belle, pas la plus glorieuse, hein, de cette envie de contrôler aussi ce qui se passe et puis de garder ses enfants contre soi. Et puis il y a la mère qui est un personnage qui raconte, celle qui transmet, mais qui permet aussi par la parole et par la transmission d'aller au-delà. Et ça, c'est aussi quelque chose qui m'habite. Et voilà, c'était un petit peu le Janus bifrons de ma parentalité. Qui est de manière métaphorique dans ce lieu, qui est un lieu plus métaphorique qu'une géographie de désir.
là. C'est un... Voilà. Oui, alors effectivement, je ne vais pas raconter la fin du livre, mais ce que vous venez de dire éclaire vraiment les dernières pages. C'est très intéressant. Oui, bien sûr. Mais là, on n'en dira pas plus. Ah, j'ai peut-être résolu quelque chose de l'ordre de l'Oedipe, mais par rapport à moi, oui. Ah oui, non, extraordinaire, oui. Oui, alors en plus, alors c'est cette histoire donc d'épidémie, de pandémie. Alors c'est tombé, c'est sorti à un moment donné assez particulier. Hein. Bon, je pense C'est pas de ma faute. J'y suis pour rien dans cette pandémie. Ouais. Non, vraiment, je l'ai écrit justement en 2018, le texte, donc bien avant le Covid. Et c'est vrai que on était un peu embêtés d'ailleurs quand moi j'ai retravaillé avec mes éditeurs en plein confinement. Et on était un peu embêtés à l'idée que des gens puissent penser que j'instrumentalisais dans l'événement pour en faire un texte un peu d'actualité ou opportuniste. Et alors que c'était pas du tout le cas. Enfin, la pandémie est presque accessoire finalement. Hein. Ça aurait pu être une autre catastrophe quelconque. L'idée, c'était de contraindre les personnages à un huis clos, de les enfermer quelque part pour examiner les relations dans cette famille et l'enfermement. Elle n'est pas si importante que ça finalement dans le roman. C'est pas un roman post-apocalyptique. C'est un prétexte. Il y a quelqu'un de très, très, très fort en narratologie qui un jour m'a dit mais ça n'est qu'un schème. C'est vrai. Oui, c'est vrai que moi après, effectivement, je l'ai lu en temps de pandémie, mais oui, en fait, j'ai fait le rapprochement vraiment en milieu de la lecture. On comprend bien que c'est pas l'objectif de l'écriture, clairement pas. Non. Alors, en revanche, c'est sûr que la question de la pandémie est une question, moi, qui m'angoisse. Enfin, parmi les angoisses que je peux avoir, ça faisait partie depuis longtemps de mes cauchemars. Bon, pas de chance. Ouais. Mais bon, il y a ce personnage du père, hein, évidemment. Mais c'est ça. Qui domine, en fait, dans la lecture. Donc, ce père qui impose sa vision des choses, qui contrôle la famille, qui l'empêche de s'éloigner. C'est sûr que ce personnage-là est fort. C'est lui qui intrigue, oui. Ouais, c'est lui et en face, Gemma, la petite, qui elle va se construire avec et contre. J'aime bien l'expression en français, on dit on est contre, tout contre. Voilà, oui. Ça, je trouve ça très, très beau et souvent très juste. Et Gemma, je l'ai construite comme ça, en tout cas, vis-à-vis de ce père. Et j'aime beaucoup ce père. C'est un personnage que j'aime beaucoup. Alors, souvent, j'étais embêtée par les articles qu'il y a eu, des journalistes qui en faisaient un espèce de personnage qui serait l'incarnation de la domination patriarcale. Non, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui aime, mais qui aime mal, Voilà. qui aime trop et qui aime mal. Après, qu'il est, effectivement, que ça soit un homme et que ça vienne d'une histoire patriarcale, oui. Mais c'est pas un roman non plus sur la domination patriarcale. C'est un roman sur l'amour filial, l'amour parental et sur la difficulté à trouver justement un juste équilibre, sur justement l'échec permanent. Enfin, je crois que c'était, je sais plus qui disait qu'il y avait, c'est Freud tout simplement, qui disait qu'il y avait 3 métiers impossibles, que c'était régner, éduquer et psychanalyser. Ça. Oui. Et puis bon, toujours quand même ce paysage de montagne très minéral. Et puis
l'idée de ces personnages qui doivent vivre avec la nature, donc nature nourricière, mais âpre également. Oui. Qu'on retrouve. L'oxymore, là, ça m'intéresse beaucoup dans le fait de faire cohabiter des forces contraires. Et la nature, pour moi, est la première pourvoyeuse d'oxymore. J'ai un rapport très, très frictionnel avec la nature. Elle est à la fois mon berceau, l'endroit où je me ressource, et en même temps, j'y vis des peurs et des terreurs fortes. Et j'ai vécu des peurs justifiées, hein, fortes, ne serait-ce que, je sais pas, des serpents, un ours en montagne. Enfin j'ai beaucoup voyagé en bateau aussi avec mes parents. Et donc la mer a été une source d'émerveillement infini, et en même temps, on a traversé des tempêtes où j'ai cru qu'on allait mourir. La haute montagne, mon père m'emmenait beaucoup faire de l'alpinisme. Et ça aussi, voilà, c'est des choses qui ont été des chocs, avec la fascination qui est toujours très très proche de la terreur. Et ça me semble intéressant, hein, pour nourrir le langage, justement, avec ces frictions. Il me semble que dès qu'il y a friction, dès qu'il y a tension, il y a poésie et il y a image possible. Enfin voilà, là ça m'intéresse. Mais c'est peut-être ça aussi le rapport dans le poétique au texte. Oui. Est-ce qu'il y a une remarque ou une question à propos de ce deuxième roman? Je peux commencer? Oui, vas-y. Oui. Du coup, vous avez parlé du caractère du personnage de père dans le deuxième livre. Et vous disiez que c'était quelqu'un qui aimait, mais qui aimait mal. Dans quel, je ne sais pas si je fais du sens, mais en fait, dans quelle direction diriez-vous que la lecture, c'est une sorte de protection des livres, en fait? Puisque je pose beaucoup de questions philosophiques. Mais c'est vrai, n'est-ce pas? Mais en fait, je voyais plutôt le père comme quelqu'un qui protégeait ses enfants. Oui, alors oui. Du coup, à quel point ce thème de protection est-il important? Je m'arrête là puisque ça risque d'être plus philosophique. La question, elle est sur la lecture. À quel degré la lecture peut-elle être un lieu de protection, c'est ça? C'est à peu près ça, oui. C'est à peu près ça. Alors, de la protection dans le livre et la protection du texte qui est apportée, alors, je dirais que qui est apportée par le personnage du père. Dans le livre, c'est la mère en fait qui apporte cette protection par les livres, qui raconte les histoires. C'est elle. Mais le père protège aussi ses enfants. Mais le père protège aussi. Le père protège excessivement, mais il protège, et c'est par amour qu'il protège, tout à fait. C'est deux facettes qui sont en jeu. Mais pour la lecture, je me pose souvent cette question-là du rapport à la bibliothèque, et quel rôle et quelle place a la bibliothèque dans une vie. Et je crois que je crois que c'est Umberto Eco qui avait cette jolie image qui disait qu'il y avait des forces opposées dans une bibliothèque. Soit elle pouvait nous emmener vers le monde, comme Don Quichotte qui veut aller vers le monde poussé par sa bibliothèque, et qui va être déçu d'ailleurs par ce qu'il va y trouver. Et qui a aussi, de temps en temps, il me semble que moi, la littérature me pousse vers le monde et qu'elle m'ouvre. On veut parler du livre qu'on a. Qu'elle m'ouvre le désir de réel. Évidemment. Et en même temps, il y a la bibliothèque de Borges, qui est la bibliothèque de repli, de protection,
et qui est cette bibliothèque monde, qui finit par remplacer le monde. Et moi, j'arrive pas à choisir. Je sais que je me situe vraiment à à équidistance de la bibliothèque de Borges et celle de Don Quichotte. Je saurais pas, je crois. Et donc, voilà, je pourrais pas répondre. Ça dépend. Ça dépend des moments, ça dépend des circonstances. Et justement, c'est bien pratique d'avoir ces deux mouvements inverses. Les livres permettent ces deux directions. Ça se paraît, oui. Alors effectivement, dans le livre, c'est la mère donc, qui lit les livres, parce que donc, le père, lui seul, a la possibilité de s'éloigner du sanctuaire pour rapporter ce qui est nécessaire à la vie de tous les jours. Et il y a en particulier des livres qui sont ensuite lus par la mère. Et donc là, c'est la bibliothèque d'Alexandra. Qui ensuite est utilisée pour la lecture du soir. Alors, malheureusement, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je ne sais pas s'il y avait une question d'une autre personne pour distribuer la parole. Sinon, peut-être le mot de la fin à Laurine Roux. Je ne sais pas s'il y a une question. Moi, c'est bien volontiers que j'y répondrai. Ce serait une question un peu personnelle, si vous voulez. Est-ce que vous avez lu des romans qui étaient un peu comme Giono, peut-être, d'André Chanson ou Chamson, je ne sais pas comment ils... Non, qui a écrit un livre qui a pour titre Roux le bandit. Donc Roux comme votre nom. Oui. Mais il était plutôt des Cévennes. Donc, mais très montagnard. La pierre est très importante dans son environnement pour ses livres qui sont basé dans cette partie, cette région. Je sais que vous dans un sens, vous avez fait remarquer que c'est l'environnement des Alpes, enfin, qui était derrière. Mais c'est un écrivain que j'ai redécouvert après avoir fait une étude quand j'étais étudiant. Et j'ai retrouvé ces livres et je les recommande. Oui, je vais prendre note parce que non, je n'ai pas lu. Non. Très intéressée de trouver des écritures charnelles, justement, minérales, ça me plaît beaucoup. Merci du conseil. Oui. Il y a deux parties de son œuvre littéraire. Il y a ce qui est historique sur les protestants des Cévennes et leur persécution, mais aussi ce qu'il a lui, la France ou les Cévennes d'où il vient, donc du XXe siècle aussi, mais un peu solitaire. C'est marrant parce que j'ai j'écris un texte qui se passe dans les Cévennes. Ça fait partie de lieux qui ont suscité beaucoup de désirs géographiques, justement. Oui. C'est une terre c'est un texte qui va sortir en 2022. Parce que les Cévennes, c'est un peu comme la Sibérie, en plus petit. Mais je suis d'accord. Si on est vers le temple du désert, par exemple, on est loin. Hein. Comme en Écosse, les catholiques devaient se protéger dans le nord-est
de l'Écosse où il était difficile de trouver des emplacements, des messes. Enfin, je parle là des 18e et début 19e siècle, où les soldats anglais cherchaient les catholiques pour les terroriser. Mais moi, je pense, enfin, j'ai la sensation et j'aime croire que ces lieux sont chargés de ça-là et que les objets comme les lieux gardent une mémoire, alors qui est très métaphorique justement, hein, mais que le travail de l'écrivain, c'est souvent de percevoir ces choses-là qui se palpitent, qui sont là sans être là dans un lieu. Et il y a des, après selon les sensibilités des uns et des autres, mais moi il y a des lieux qui me parlent plus que d'autres. Et souvent ce sont des lieux justement qui sont pétris d'histoires de refuge. On parlait de protection à l'instant et on parlait de refuge des protestants, de persécution. Et ça, c'est souvent des lieux voilà, en Bulgarie, quand je parlais au départ d'une immense sensation de calme, pas loin de la mer Noire, il y a des montagnes qui s'appellent les Rhodopes, et où il y a eu des persécutions terribles, les gens dans des lieux de culte pour les brûler. Enfin, et c'est des choses qui, en tout cas, qui alimentent une forme c'est peut-être étrange de dire ça comme ça, mais qui suscite un intérêt vif et charnel pour le lieu. Quand je le sais, et comme si j'allais chercher dans le lieu l'histoire. Et je suis toujours très intéressée par le lien entre l'histoire qui palpite à fleur d'un lieu. Comme les objets. Enfin, quand je vais m'asseoir dans un cinéma, enfin, ça fait longtemps que ça m'est plus arrivé, mais ou au théâtre, je suis toujours très émue en me disant en réfléchissant à tout ce que ces sièges ont entendu comme pièces de théâtre ou entendu comme voix d'acteurs au cinéma, enfin, et toutes les émotions qui se sont passées. Et voilà, je trouve que écrire, c'est aussi ça, c'est faire sortir des objets, des gens, des choses qui sont tues et qui sont souvent discrètes ou qui. Je suis allée très loin. À partir ces chansons, c'est ça? Chanson, André Chanson. C-H-A-M-S-O-N. Oui. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Mais je ne l'ai pas lu. Je pars par Catherine, je vous ferai envoyer un petit mot pour dire où trouver ou oui. par où commencer si j'ose. Avec grand plaisir. Dire. Ah, mais avec grand plaisir, très volontiers. Bien. Ce sera peut-être le mot de la fin, sauf s'il y a une dernière remarque. Mais c'est vrai que quand on avait discuté, Laurine, on avait tout de suite discuté donc, de l'aspect minéral hein, des romans de ces montagnes, qui ne sont pas les montagnes d'Écosse. Hein. Donc ce sont des montagnes, voilà, toutes les montagnes ne sont pas les mêmes, clairement, et elles ne transmettent pas les mêmes choses. Donc c'est très intéressant, oui. Sur la géographie du lieu. Très, très intéressant. Oui. Une dernière remarque ou non? Non, je ne sais pas. Non, peut-être juste dire que non, mais c'est vrai que ce lien-là avec les lieux est fondamental et ces derniers temps, comme on a été très, très contraints dans nos déplacements et très confinés, je me posais la question, je me demandais si l'écriture allait souffrir de ça. Et pas du tout, en fait. Heureusement, ça a été un des remparts contre la période d'écriture. Et là, j'étais vraiment dans ma bibliothèque à la Borges. Et les textes l'étaient aussi.
Et je me suis rendu compte, moi, que regarder des documentaires me permettait de voyager à moindre frais aussi. Et que ça me suscitait autant d'envie que quand je voyageais. Alors j'étais très contente de cette découverte qui va m'économiser quelques billets de train ou de. Voilà, je me suis rendu compte que les œuvres des autres, parce que les documentaires sont des œuvres évidemment, des bons documentaires, sont de grandes œuvres, que c'était aussi une manière de voyager. Et ça, c'est aussi un terrain d'exploration qui s'ouvre à moi pour mon plus grand plaisir, écrire à partir des œuvres des autres. Laurine Roux, merci beaucoup pour cette excellente soirée. Merci à vous. Et merci en espérant vous avoir à l'Institut français bientôt, donc en présentiel. Ce serait vraiment avec joie, avec grand plaisir. Merci beaucoup, Laurine. Merci beaucoup. Merci à tous et merci pour les belles questions. Au revoir.